Bonjour à tous, bonjour Madame la Ministre d'être à nos côtés donc pour parler ce matin des PME, de l'artisanat, du tourisme aussi, autant de sujets qui sont dans votre délégation. Alors avant d'entrer au cœur de ces sujets justement, je vous demande, on a titré sur le 49.3 ce matin dans la Provence, quand on a tous ces sujets à traiter, qu'on est ministre de ce gouvernement, est-ce que le fait d'être dans une procédure de 49.3, est-ce qu'on est serein malgré tout ? Vous savez, je crois que beaucoup de nos compatriotes, et je pense notamment aux petits commerçants, aux artisans, vivent depuis maintenant 4-5 ans beaucoup de difficultés. Moi j'ai été élu en 2017, député, et c'est vrai qu'entre la crise des Gilets jaunes, entre ensuite 2 années de Covid, une crise inédite, et puis aujourd'hui la crise inflationniste, ce conflit en Ukraine, à 3-4 heures de notre pays, je pense que la sérénité est pas forcément le mot du moment. Après, de la détermination, de la combativité, de la conviction et de la volonté de surtout porter un budget, c'est indispensable. J'ai à cœur de rappeler ce matin que la France se doit d'avoir un budget, que ça n'est pas une option, et j'ai siégé pendant plusieurs années à la commission des finances. C'est l'exercice, je crois, le plus important des parlementaires durant l'année, au même titre que les entrepreneurs qui sont à nos côtés ce matin établissent leur budget. C'est toujours un moment très important dans la vie d'une entreprise, dans la vie d'une nation. L'option de ne pas en avoir n'est pas une option. Il y a eu plus de débats, voyez-vous, qu'en 2021 sur le projet de loi de finances. Pour être assez précis, il y a eu 55 heures de débat, contre un peu moins d'une 40aine d'heures en 2021. Il y a eu beaucoup d'amendements intéressants, plus d'une centaine qui ont été proposés par les oppositions et qui seront préservés. On pourra le détailler, certains qui sont très intéressants pour nos PME, par exemple pour la rénovation énergétique de nos PME. Et puis à un moment, après des heures et des heures, 55 heures de débat, 10-12 jours de débat en commission puis en hémicycle, quand vous savez, puisque depuis cet été on nous le dit et les oppositions nous le disent, quand vous savez comment ça va se terminer, puisque les oppositions avaient dit dès avant que nous présentions le budget que la réponse serait non, eh bien à un moment il faut décider, comme beaucoup des chefs d'entreprise d'ailleurs qui sont à nos côtés ce matin. Décider, c'est la mission du gouvernement, et c'est ce que nous avons fait hier. Et lorsque la première ministre annonce le 49.3, c'est aussi le moment de la décision et le moment que nous attaquions le reste du budget. Il y a aussi une autre partie, il y a le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui arrive. Et donc c'est une décision de combativité, de détermination. Le budget est indispensable. Vous disiez, donc il y a des amendements intéressants, notamment sur les PME, par exemple. Oui, il y a un amendement qui vient, je vais être précise, des socialistes qui proposaient de prolonger le crédit d'impôt qui avait été mis en place pendant le Covid pour la rénovation énergétique pour nos PME. C'est un amendement que nous allons préserver. Nous avons aussi un amendement LR qui est important et qui sera préservé, qui propose de rétablir le crédit d'impôt pour un certain nombre de rénovations des bâtiments tertiaires. Nous avons aussi le crédit d'impôt qui a été, ce qu'on appelle l'IR-PME, c'est le modem qu'il a porté, le fait que nous puissions orienter une partie de notre épargne pour aller financer nos PME, ce qui est un enjeu majeur. Nos PME, nous parlerons sûrement de fonds propres. On doit orienter plus l'épargne des Français vers les fonds propres de nos PME. Il y a des amendements aussi qui seront préservés sur l'augmentation du montant des tickets restaurants. Donc il y a tout un florilège d'amendements qui seront retenus, qui viennent des oppositions. Et puis encore une fois, pour le dire très simplement, quand la réponse est non, peu importe la question et peu importe le contenu, il faut un moment de décider, et c'était une obligation, ça a été fait. Alors, on vient de l'évoquer, il y a les sujets, le gros sujet du moment, c'est le sujet énergétique, que ce soit pour les Français, les salariés, mais aussi les PME, les chefs d'entreprise. Face à ce sujet-là, qu'est-ce que vous proposez ? On a déjà un certain nombre de mesures qui ont été annoncées, qui sont en vigueur pour soutenir les PME. Est-ce que vous pouvez
assurer à ces PME que cet hiver, ça passera malgré la flambée des prix? Alors, cet hiver, ça passera, pour reprendre votre mot précisément, malgré la flambée des prix, pour 2 raisons principalement. D'abord et avant tout parce que nos entrepreneurs sont aussi responsables que combatifs, qu'ils l'ont démontré pendant le Covid, et aussi parce que le gouvernement sera à leur côté. Que vous soyez une TPE, je reviendrai parce que je pense à madame qui a un commerce de prêt-à-porter, je pense que vous êtes possiblement une TPE, oui. Bon, ou que vous soyez une PME, on a le plaisir d'en avoir pas mal face à nous. Vous avez aujourd'hui 2 types de dispositifs qui vous accompagnent. D'abord, je veux parler des ménages avant de rentrer sur les entreprises, tout en étant rapide et clair. Vous donnez un chiffre, parce que les dirigeants d'entreprise sont des gens qui font leur compte et qui connaissent les chiffres. Le bouclier tarifaire qui permet que nous-mêmes, les ménages, soyons protégés de l'augmentation importante du prix du gaz et de l'électricité, puisque ce bouclier tarifaire maintient à 4% l'augmentation du gaz et de l'électricité jusqu'à la fin de l'année 2022, et à compter de février 2023, ce sera à 15%. Il faut avoir en tête, par exemple, que chez nos voisins allemands, il y a des augmentations sur le prix du gaz, sur les factures des ménages, de plus 120%. Donc en France, on a pris un parti depuis maintenant plusieurs mois. J'ai à cœur aussi de rappeler que la France est le premier pays d'Europe à l'avoir fait, protéger les ménages, protéger la dépense des ménages et donc le pouvoir d'achat des ménages, et on va y revenir, et possiblement donc la consommation, c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Le bouclier tarifaire 2021, 2022, 2023 représente 100 milliards d'euros de dépenses de l'État pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Ce bouclier tarifaire protège aussi une bonne partie de nos TPE, toutes petites entreprises, moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment elles sont protégées? Elles sont protégées par ce qu'on appelle le TRV, TPE, tarif réglementé de vente pour les TPE, qui permet donc à nos entreprises de moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros, de bénéficier du bouclier tarifaire si leur consommation n'excède pas 36 kVA. C'est l'immense majorité de nos TPE. Vous avez, au moment où on se parle, à peu près 1,5 million de nos toutes petites entreprises qui en bénéficient et donc qui ont, comme nous, le bouclier tarifaire. Pas plus de 4% d'augmentation, pas plus de 15% sur 2023. Vous êtes une TPE, vous lisez la Provence, eh bien, vous ne bénéficiez pas du TRV, contactez votre fournisseur d'énergie. Ce sont les fournisseurs qui vous donnent l'accès au TRV TPE. Après, il y a une réalité, c'est qu'il y a un certain nombre de TPE, je pense à nos artisans boulangers, on a le plaisir d'avoir un boulanger pâtissier, je crois, à nos côtés, et qui est d'ailleurs en plus un homme engagé au service des artisans. Vous savez, quand on fait de la politique, il y a des moments où on se rend compte, parce que des professions viennent nous voir, que le dispositif ne convient pas parce que c'est le fameux « on rentre pas dans la case ». Et les boulangers rentraient pas dans la case. Pourquoi? Parce qu'ils ont des fours, il y a de la cuisson, c'est le cas dans d'autres types d'artisanat, il y a aussi la chaîne du froid qui est très énergivore chez les bouchers, chez les charcutiers. Et donc ils avaient une consommation qui était bien au-delà du plafond dont je vous ai parlé, des 36 kVA. En moyenne, c'est 84 kVA chez les boulangers. Je les ai reçus cette semaine et nous parlons très souvent pour qu'on trouve une solution. Et alors, quand vous avez 80% des boulangers, par exemple, qui ne rentrent pas dans la case du TRV que je viens de décrire, c'est la case qu'il faut changer. Et donc, nous allons, d'ici les jours qui viennent, très probablement, très possiblement dans la dizaine de jours qui viennent, nous allons évoluer et faire en sorte qu'on puisse élargir les mailles du filet pour que nos TPE qui ne rentrent pas dans la case TRV et que nos PME puissent être accompagnés. Il y avait des dispositifs, vous le savez. Quand vous avez cité tout à l'heure le 36, c'est vrai que j'avais envie de vous dire, mais pourquoi on décide, parce que c'est une des questions qui revient beaucoup de la part de nos invités, c'est face à l'administration, parfois il y a un peu une machine et on se dit comment vous décidez 36 et puis quelques jours plus tard vous réalisez que finalement les boulangers ils sont bien au-delà. Comment on prend ce genre de décision? Déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle je crois, le gouvernement ne décide pas de tout.
il y a des administrations, il y a la Commission de régulation de l'énergie, notamment, qui est en charge de ces paliers. Ces paliers correspondent à des consommations et ne peuvent pas être bougés comme ça au gré des volontés du gouvernement. Typiquement, on n'aurait pas pu, sans rentrer trop dans la technique, passer de 36 à 45 ou 50 kVA par un coup de baguette magique. Il y a des paliers. Il aurait fallu passer tout de suite à 250 ou 300 kVA. Et donc, quand on se rend compte qu'il y a des cadrages qui ne sont pas forcément... D'ailleurs, que le gouvernement n'a pas pris. Le TRV, TPE existe depuis plus longtemps que la majorité. On essaye de voir comment est-ce que des professions qui ne rentrent pas dans les cases peuvent rentrer dans les cases. Donc, on a deux options. Il y a la première option qui est... de dire aux professions d'aménager leur consommation. C'est impossible, typiquement pour des boulangers, des pâtissiers ou la chaîne du froid chez les bouchers. On ne va pas leur demander d'éteindre leur four. Au même titre qu'on ne peut pas demander, par exemple, à l'industrie verrière d'éteindre ses fours. C'est très compliqué. Donc il y a des possibles. Et puis ensuite, il y a ce que le gouvernement peut faire. Et bien souvent, aménager la case, comme je le dis, aménager le dispositif, c'est la meilleure façon de faire rentrer des entreprises qui, jusqu'à maintenant, ne rentraient pas dans le dispositif. Mais les 36... Pour être très précis, ça n'est évidemment pas moi qui l'ai décidé. Moi, j'en ai hérité, oserais-je dire, quand j'ai commencé à travailler techniquement sur le sujet. Et quand j'ai compris que mon boulanger me disait « j'y arrive pas », et j'avais à cœur de comprendre pourquoi. Bah oui, parce que le fossé est grand, entre 36 kVA et 84, qui est la moyenne de consommation des boulangers. Donc nous avons décidé, dans le cadre du combat que nous menons... en Europe, parce que ça fait désormais 15-16 mois que le gouvernement, et Bruno Le Maire notamment, travaillent sur ce sujet au plan européen, nous avons décidé de nous battre sur deux fronts. Le premier, c'est en ce moment même, jeudi et vendredi 21 octobre, Conseil européen à Prague, c'est une sorte de conseil des ministres de l'énergie à Bruxelles, où la France va continuer, comme elle le fait depuis 15 mois, à proposer de découpler le prix du gaz du prix de l'électricité. Tous les Européens, au moment où on se parle et sans présager de l'atterrissage des négociations, ne sont pas forcément du même avis. Il va donc y avoir des discussions importantes à Bruxelles aujourd'hui et demain pour voir si nous parvenons ou pas à découpler ce prix du gaz de l'électricité. Si nous y arrivons, ça représente immédiatement un signal prix de plusieurs centaines d'euros par mégawattheure. C'est immédiat. Enfin, c'est à quelques jours près. Première option qui serait une option idéale. Donc un prix qui baisse immédiatement. Oui, parce qu'on décorrèle le prix de l'électricité exactement au prix du gaz. L'Allemagne est farouchement opposée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit que les États membres allaient débattre dans les 2 jours qui viennent. Un certain nombre d'États sont plutôt favorables à la position française. Un certain nombre d'États ne le sont pas. Vous citez l'Allemagne et vous avez raison. Pour avoir été quelquefois à Bruxelles et mener des négociations, c'est le cœur des négociations qui s'ouvre ce matin. 15 sont favorables, il en reste 12 à convaincre. Oui, mais c'est un travail de longue haleine et ça fait 17 mois qu'on le mène, donc on sait bien. Mais c'est l'Europe aussi, et moi je ne suis pas européenne les années bissextiles. L'Europe, c'est convaincre 26 États membres et tout le monde, en fonction de sa position, notamment en Europe, n'a pas le même intérêt, ne défend pas forcément la même position. Mais je connais Bruno Le Maire et je connais aussi sa capacité à convaincre. Et puis ça fait pas 2 semaines qu'on s'y est mis. Ça fait 15 mois. On mène ce combat depuis le mois de septembre 2021, bien avant d'ailleurs d'autres pays européens. Donc tant que la décision n'est pas prise, on est en droit d'espérer que ça puisse fonctionner. Nous saurons d'ici demain soir, nous saurons d'ici ce week-end, en gros, ce qu'il en est, et si oui ou non, ça passe. Mais un gouvernement, sa mission, ça n'est pas que de réagir, c'est aussi d'anticiper. Et donc on anticipe tout. Et si jamais ça ne passe pas, il nous faut trouver des solutions pour nos entrepreneurs, et notamment les plus petits. C'est pourquoi nous nous battons aussi sur le deuxième front, qui est les aides qui existent aujourd'hui pour les entreprises. Au-delà du TRV-TPE, dont vous êtes désormais familier, il y a des aides qui ont été mises en place depuis le printemps par le gouvernement pour les entreprises, les PME, mais aussi ce qu'on appelle les entreprises énergo-intensives, qui sont très exposées à l'explosion des coûts de l'énergie. Je vous ai parlé du verre, c'est une industrie qui est très exposée. Nous avons proposé des critères pour rentrer dans ces aides, et force est de constater que ces critères étaient, si ce n'est trop complexes, ou en tout cas impossibles à atteindre pour nombre de nos PME. Et moi, comme vous le savez, j'ai en charge les PME. Il y a le sujet industriel, il y a le sujet
des services, il y a le sujet des startups, Moi, mon sujet, c'est les PME. Donc, dans l'acception européenne, jusqu'à 250 salariés. 99% de nos entreprises. Le poumon économique de la France. Il fallait, jusqu'à maintenant, pour rentrer dans les dispositifs d'aide, qui peuvent être de 2, 25 ou 50 millions d'euros, que les dépenses énergétiques représentent 3% de votre chiffre d'affaires sur les dépenses qui étaient celles de 2021. En réalité, ce dispositif n'a pas décaissé, comme on dit, cet été notamment, alors que les difficultés s'amoncellent et que les prix s'envolent, parce que beaucoup d'entreprises, et notamment nos PME, n'ont pas 3% de leur chiffre d'affaires porté par des dépenses énergétiques en 2021. Les prix étaient moins volatiles, moins forts. En revanche, énormément de nos PME ont 3% de leur chiffre d'affaires porté par ces factures énergétiques en 2022, puisque les prix ont explosé. Nous nous battons donc, et Bruno Le Maire en tête, pour que la période qu'on appelle de référence, pour que vous puissiez bénéficier des aides, ne soit plus 2021, mais soit le mois auquel vous allez faire la demande d'aide en 2022. À compter de début novembre, je parle, et je remercie d'ailleurs la direction des finances publiques d'être à nos côtés ce matin, je parle en lien avec la direction des finances publiques, à partir de la première dizaine de novembre, sur le site impôts.gouv.fr, nos PME vont pouvoir rentrer leur demande d'aide en donnant des pièces justificatives qui sont leurs factures d'énergie, que ce soit en septembre, en octobre, en novembre 2022 ou même en décembre 2022 pour ceux qui signent de nouveaux contrats pour 2023. Donc nous embarquerons aussi, comme on dit, ceux qui vont signer de nouveaux contrats pour l'an prochain. Et la période de référence sera donc, vous l'avez compris, 2022 et non plus 2021. Si je reprends notre exemple sur les boulangers qui ne rentraient pas dans la case vont désormais pouvoir rentrer dans la case parce que des factures énergétiques de 2022 qui représentent 3% du chiffre d'affaires, c'est la réalité aujourd'hui de beaucoup de nos TPME. Donc on est en train de le faire et en même temps, au-delà de cette période de référence, on veut aussi, tout ça se passe à l'Europe aussi, donc on mène plusieurs fers, doubler les montants des aides. Non plus 2 millions, 25 millions, 50 millions, mais 4 millions, 50 millions, 100 millions. Voilà ce que nous portons. Donc Bruno Le Maire va se battre pendant les 48 heures qui viennent sur le découplage gaz-électricité. Et dès le début de la semaine prochaine, on enchaîne sur le sujet des aides. Et nous allons nous battre aussi sur ce sujet en ayant un bon espoir que ça puisse fonctionner le plus rapidement possible parce que moi je viens des PME, j'ai eu une TPE et le temps est un actif quand on a une TPE, une PME. Ce sera décanté, nous aurons une décision au maximum en fin de semaine prochaine sur les aides, ce qui est très important pour nos TPME. C'est très important d'avoir un peu de visibilité. Je crois que on va les entendre et ce sera le plus intéressant, c'est ce qui est le plus angoissant, d'ailleurs dans la vie tout court, mais en particulier quand vous êtes chef d'entreprise, c'est ce sentiment d'être dans le brouillard. Il y a toujours de l'incertitude quand on est entrepreneur et même aussi quand on fait de la politique. C'est même au cœur de vos choix, il y a toujours de l'incertitude. Tel salarié qui vous lâche, tel client, L'incertitude, c'est votre lot quotidien. Mais l'incertitude totale, le brouillard total sur le prix de l'énergie, c'est terrible quand tu dois faire des budgets, te projeter sur 2023, projeter tes dépenses, projeter ta dette, Donc, je veux aussi dire aux entrepreneurs ce matin qui nous écoutent, d'abord, évidemment que je comprends et que je partage leur angoisse vis-à-vis de cette incertitude, mais aussi que, et c'est important, la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, a publié hier ce que je vais appeler simplement un prix indicatif de marché pour le mégawattheure. Ça doit permettre à nos entrepreneurs d'avoir une sorte de balise dans le brouillard actuel, pour savoir à peu près, dans ces prix incroyablement élevés, inédits que nous connaissons, qu'est-ce qui relève de l'à peu près raisonnable et qu'est-ce qui relève du déraisonnable. Donc sur le site de la CRE, et je donnerai le lien juste après, vous verrez un prix indicatif et la CRE le publiera souvent pour que vous ayez une sorte de balise par rapport aux montants qui sont ceux qui vous sont proposés dans vos contrats. Ce prix, au moment où on se parle, oscille entre 460 € et 570 €.
ce prix indicatif sera actualisé. Je crois que c'est une fois par semaine. Par la Creux, normalement, exactement, une fois toutes les semaines. C'est important parce que c'est une sorte de balise, encore une fois, par rapport au contrat que vous avez à signer. Et je pense à toutes ces PME qui sont en attente d'offres de leurs fournisseurs d'énergie ou qui sont aussi, parfois, pressurisés par les fournisseurs d'énergie pour signer. Mais à quel prix je signe ? C'est ça, je crois, la question qui se... Cette semaine, si on propose un prix qui est supérieur à 570, il vaut mieux pas signer. Il faut... Exactement, vous avez très bien résumé. À l'inverse, mais c'est vrai que tout ça peut paraître assez dingue, parce que ce sont des prix qui sont 10, 12 fois supérieurs à ceux que nous avons pu connaître. Si on vous fait une offre à 480 € ou 500 €, vous pouvez y aller, mais gardez en tête ce que je vous ai dit, que ce soit par le découplage, ou que ce soit avec les aides aux entreprises, nous allons aider nos PME. Vous savez, il y a une chose qui est importante à partager avec nos entrepreneurs. On a été le pays du monde qui a le plus accompagné nos entreprises, nos ménages pendant le Covid. Pas un seul euro d'accompagnement pendant cette période-là a été inutile ou perdu. D'aucuns nous ont accusés de cramer la caisse. Je ne crois absolument pas que c'est ce qui a été fait. On a soutenu des entreprises qui ont pu redémarrer rapidement. D'ailleurs, les résultats sont très bons sur 2021. Il y a Et ici, vous n'êtes pas en reste. Quand on regarde les chiffres du tourisme, quand on regarde le chiffre de l'activité économique, les chiffres sont bons. Pensez-vous que ce gouvernement, qui a mis plus de 240 milliards d'euros pour accompagner nos entreprises et nos ménages, un an après, irait lâcher, abandonner des PME ? Mais alors justement, on a une question, on va entamer les questions avec Monsieur Delannoy qui représente l'imprimerie basée à Gémenos, Max Imprimerie, et qui lui se demande, a une question à poser justement sur la place des PME un peu coincées entre les ETI et les startups, je crois. Oui, c'est ça. Nous sommes une TPE. En fait, nous faisons moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et quand il y a eu le plan de relance qui a été engagé par le gouvernement, on a fait des démarches pour essayer de pouvoir bénéficier de subventions, puisqu'on avait envisagé l'achat d'une machine qui était moins énergivore et qui en même temps imprimait de l'encre à l'eau, qui nous permettait d'offrir à nos clients une offre verte, c'est-à-dire en fait d'imprimer sur du papier recyclé en encre à l'eau. On a fait des démarches diverses et variées et malheureusement sans succès. Et le problème, c'est qu'on s'aperçoit que de grandes aides sont accordées aux startups ou à des entreprises plus importantes que la nôtre, donc au-delà des TPE, et que malheureusement on ne peut pas en bénéficier. C'est vraiment dommage. Donc bon, c'est bravo, vous apportez de l'aide aux entreprises, mais à quelles entreprises ? Merci de votre question. J'aime bien appeler les gens par leur nom, Monsieur Delannoy. Patrick Delannoy. Alors, je l'ai dit à Fabien Roussel hier sur Twitter, dans ces moments difficiles, je pense qu'il faut se concentrer sur tout ce qui nous rassemble plutôt que tout ce qui nous sépare. Je ne crois pas qu'il y ait, et ça n'est pas ce que vous avez dit, mais parfois certains font un peu de caricature, je ne crois pas qu'il y ait des très grandes entreprises qui se gavent d'être publiques, pour le dire simplement, et des TPME qui n'en voient pas la couleur. C'est d'ailleurs pas ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez essayé, que vous n'avez pas réussi. Moi, votre exemple, il m'intéresse. Parce que les TPE, elles sont accompagnées. Donc il faut que je regarde, si vous m'autorisez, votre dossier. On va regarder ça juste après cet échange. Parce que je ne sais pas, et je me permets de vous questionner, si c'est par exemple des aides que vous avez demandées peut-être à l'ADEME, des aides que vous avez demandées à la BPI. Donc il faut que je regarde, parce que pour bien connaître ces dispositifs et travailler beaucoup avec ces deux maisons, il y a quand même beaucoup de dispositifs pour les TPE. Je pense notamment au dispositif PAC, Plan Action Climat, qui est porté par la BPI et qui est justement doté de dizaines de millions d'euros de l'État pour accompagner pas nos PME, nos ETI, nos grandes entreprises, mais justement les petites TPE jusqu'à 10 salariés. Donc on a des offres très spécifiques et je suis étonné, mais je vais regarder ça de plus près, que vous n'ayez pas pu en bénéficier. Toutes les semaines, je me déplace. Et toutes les semaines, je vais voir des TPME. Toutes les semaines, je vais voir souvent des acteurs PMI aussi et TPI dans l'industrie. La mécanique de précision, l'aéronautique,
Je vois toutes les semaines des machines-outils notamment, et la machine dont vous me parlez en est une, qui ont été financées à 50% par le plan France Relance. Donc, parfois c'est une histoire de dossier, on sait que ça peut être un peu casse-pied au plan administratif, la passe-prasse, parfois ça peut être qu'on n'a pas demandé forcément la bonne aide. Et c'est ma mission, vous savez, serviteur, ça veut... c'est drôle, j'ai fait un joli lapsus. Ministre, ça veut dire serviteur. J'allais dire serviteur, ça veut dire ministre. Mais, donc, sans être plus longue, si vous l'autorisez, c'est aussi pour ça que je me déplace avec mon équipe, moi je vais prendre votre dossier et regarder. Parce qu'il y a des aides dotées, et ça je le sais parce que je connais le budget, de dizaines et de dizaines de millions d'euros justement pour nos TPE. Et c'est pour ma part une de mes obsessions. Ce que vous dites est intéressant, vous avez voulu faire évoluer votre process de production pour être plus durable et en fait plus compétitif, plus attractif et plus compétitif vis-à-vis de vos clients sur le marché, mais aussi vis-à-vis de personnes et de jeunes notamment que vous voudriez recruter. C'est un enjeu d'attractivité aujourd'hui, cette transition écologique aussi. Il y a aujourd'hui beaucoup d'ETI, entreprises de taille intermédiaire, ou de grandes entreprises qui l'amènent, cette transition environnementale, qui ont des reins assez solides au plan financier. Moi, qu'est-ce que j'ai dit au président de la République et à la Première ministre quand ils m'ont nommé à la tête de ce portefeuille ? 2 options de travail et 2 obsessions même de travail. Premièrement, faire grandir nos PME et faire fleurir 500 ETI sur ce territoire dans les 5 ans qui viennent. J'y reviendrai si certains veulent en parler. Deuxièmement, ce que vous avez dit, monsieur Delannoy, faire en sorte que nos TPE, nos PME, ne soient pas derrière les ETI et les grandes entreprises en matière de transition environnementale. Il y a des dizaines de dispositifs qui sont portés par l'ADEME, qui sont portés par la BPI, notamment le diagnostic, qui est la première étape pour savoir vers quoi il faut aller au plan environnemental. Encore faut-il faire un diagnostic pour savoir où sont ces flux, où sont ces consommations de gaz à effet de serre, où sont les pistes d'amélioration et de progrès. Ces dispositifs, on peut faire un sondage si on veut ce matin, mais je connais malheureusement le résultat du sondage, ne sont pas connus. Si on fait un test, si je vous demande si certains d'entre vous connaissent par exemple Décarbonation, échec. Écoflux, échec. Je vous rassure, c'est pas votre échec, c'est plus celui de la puissance publique qui se doit d'améliorer considérablement la connaissance que vous avez de ces dispositifs. Il y a des dizaines de dispositifs. Je prends par exemple Décarbonation qui est porté par la BPI avec l'ADEME et qui vous permet pour quelques milliers d'euros, je ne parle pas de dizaines de milliers d'euros, je parle de quelques milliers d'euros, 4 000 euros en moyenne maximum pour une TPME, avec la moitié qui est prise en charge par l'État. 50% de ces diagnostics sont pris en charge par l'État, donc il y a bien des budgets dans l'État pour financer ça. Et vous avez ensuite, après le diagnostic, accès à ce qu'on appelle par exemple le prêt vert. Je marque une pause parce que sinon on confond avec le poète, ça n'est pas prêt vert, c'est le prêt vert qui est porté par la BPI, qui justement est là pour accompagner des acteurs typiquement comme vous, qui ont, après leur diagnostic, nécessité d'investir pour faire bouger leur production et qui doivent être accompagnés en matière d'investissement. Le prêt vert, aujourd'hui, se déploie auprès de plusieurs milliers de TPE, de PME, et permet, après le diagnostic, l'investissement dans un certain nombre de machines pour celles et ceux qui ne bénéficieraient pas du plan de relance ou qui n'en ont pas bénéficié. Donc, je prends l'engagement devant tout le monde, et je vais le faire. Si vous me l'autorisez, on s'en reparle après, on prend votre dossier, et moi je vais aller regarder pourquoi vous n'avez pas eu de financement pour changer de machine-outil. C'est un vrai problème de communication. Si la plupart des TPE, PME, TPI, PMI ne sont pas au courant, en fait, les gens ne demandent pas. Alors... demandent mal ou sont mal accompagnés par leur chambre ou leur filière. Demande pas, c'est bien, demande pas. Bon, la chambre de commerce ici a fait la semaine dernière une matinée sur ça, sur faire connaître les outils de type diagnostic, etc. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question pour comment ça se fait que les entreprises ne connaissent pas les dispositifs. Alors, elles n'ont peut-être pas le temps aussi d'aller... 2-3 choses, exactement. Demander... Mais ce que vous avez dit, madame, est la première raison. On sait dans ce pays, par exemple, que nos concitoyens les plus fragiles, qui sont le plus en difficulté, qui sont par exemple éligibles pour certains au RSA ou à d'autres types d'accompagnement, est-ce que vous savez qu'ils sont 30% à ne rien demander ? C'est ce qu'on appelle le non-recours. Il y a plein de raisons derrière ça. Sur le non-recours, typiquement sur les prestations sociales, c'est un sujet de non-recours des entreprises aux outils qui sont mis en place par l'État.
c'est le même type de sujet. La première raison, c'est je sais pas que ça existe, donc je le demande pas. La deuxième raison sur les prestations sociales, c'est aussi des freins psychologiques qui sont bien plus complexes qu'il n'y paraît à lever, notamment chez les femmes, les familles monoparentales, comme on dit, les femmes en gros, qui parfois, au-delà de ne pas savoir, n'osent pas demander. T'avais un boulot, t'as divorcé, t'as plus de boulot. C'est difficile de passer le cap, d'aller demander. C'est pas rien au plan de la psychologie, et dans les ménages les plus fragiles, on a ce problème. Sur nos entreprises, on a ce même problème de non-recours. Il est lié à plusieurs choses, mais moi je vais pas trop m'arrêter sur les causes, je vais surtout essayer de pallier ce problème et de vous apporter des solutions assez pragmatiques. C'est l'avantage de venir des TPME, c'est que je suis pas une conceptuelle et je suis assez pragmatique. Donc là par exemple, je suis en train de ranger la maison des aides, peu importe l'opérateur. J'ai à cœur que dans les mois qui viennent, vous ayez un endroit, un site web, on appelle ça une plateforme, c'est comme on veut, un endroit, une adresse web où vous puissiez avoir accès en fonction de vos besoins, en fonction de votre taille, en fonction de votre maturité vis-à-vis de cette transition environnementale, savoir ce à quoi vous avez droit. Peu importe, je dirais, l'opérateur qui est derrière, peu importe. Ce qui importe, c'est que ce soit nous, les administrations, le gouvernement, qui s'occupent de la complexité. C'est pas à vous de vous en occuper. Et ça, on a encore beaucoup de chemin à faire, j'en suis bien consciente. Vous savez, quand on a été, comme j'ai été moi, créatrice de TPE, tous les enfers parfois que vous avez pu vivre dans des demandes d'aide, dans des demandes de pièces justificatives, ça me parle pas. Pourquoi ? Parce que je l'ai pas lu dans des livres ou dans des super journaux de PQR, parce que je l'ai vécu dans ma chair. Donc, j'ai à cœur, sans inventer, comme disent les plus jeunes, des plans sur la comète, vous verrez pas l'aide Grégoire. Vous voyez, c'est pas mon truc. Je suis pas dans une quête de ça. Je suis dans une quête de... Si je peux faire en sorte que dans les mois qui viennent, sur un site web, vous puissiez avoir accès aux aides qui existent, sans que ce soit vous qui galériez des heures pour trouver à quoi j'ai droit, mais que ce soit nous derrière qui vous disent vous êtes une TPE, vous voulez de la rénovation environnementale, vous avez une problématique de production, vous avez une problématique de flotte automobile, vous voulez installer des panneaux voltaïques, vous voulez vendre votre chaleur, le fonds chaleur, que vous ayez des réponses et que vous puissiez avoir accès ensuite aux institutions qui les déploient. Mais on va renverser la complexité. Aujourd'hui, si vous ne les connaissez pas, la responsabilité, comme souvent en communication, elle n'est pas du côté du récepteur, elle est du côté de l'émetteur. Alors, il y a le soutien de l'État, on vient d'en parler beaucoup, mais il y a aussi l'écosystème lui-même. Et on a une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, qui est représentée par Monsieur Reboursé, qui voulait évoquer justement la relation entre les PME et les grands donneurs d'ordre. Est-ce qu'ils jouent le jeu, les grands donneurs d'ordre, finalement ? Oui, merci de nous donner l'occasion d'ailleurs d'évoquer ce type de sujet qui est un sujet partagé, je crois, par beaucoup de mes collègues qui ont cette expérience-là. Nous avons une sorte de fait de civilisation en France qui veut que les très grands donneurs d'ordre privés, les grandes sociétés, ont une vilaine tendance en France à pressurer leurs sous-traitants ou leurs prestataires, on va dire plus généralement, de telle sorte qu'on les fait crever l'un après l'autre, et que malheureusement on n'a pas réussi à créer en France, comme par exemple ça existe dans les pays nordiques ou en Allemagne, un beau tissu de PME et d'ETI capable justement de renforcer la puissance des grands groupes et leur présence internationale. C'est un élément sur lequel on ne va pas aller demander une intervention d'un ministère, bien entendu, mais c'est un message à passer et je crois que ce type de message serait le bienvenu dans un tissu qui, précisément aujourd'hui, veut que l'industriel renaisse un peu plus en France. Merci. Merci à vous, Monsieur Reboursé. Vous pointez là un sujet qui est une sorte de marotte. Ça fait, au bas mot, 20 ans
que quand on parle du Mittelstand allemand, pour ne pas le citer, on se réfère effectivement à ce tissu économique, pour partie industrielle, allemand, aux ETI familiales, notamment italiennes et allemandes. Et en un mot, on a effectivement, déjà je veux être très clair, 2 traditions assez différentes entre l'Allemagne et la France, que ce soit en matière de dialogue social, en matière de cogestion, ou en matière de relations dites inter-entreprises, puisque c'est le mot consacré, en gros, comment les petits et les grands s'organisent sur une chaîne de valeur. Déjà, je pense qu'il y a plein de raisons culturelles qui fait que la pratique est assez différente. Ça ne nous empêche pas d'agir, même si, comme vous, je pense que ça n'est pas forcément au gouvernement, oserais-je même dire que ça n'est surtout pas au gouvernement d'aller fourrer son nez dans les relations inter-entreprises au sein de la chaîne de production ou de la chaîne de valeur. En revanche, moi je crois que l'État, il n'est pas forcément là pour intervenir de façon étatiste, voire administrée dans la chaîne de valeur, mais il est là pour créer les conditions, améliorer les conditions de ces relations inter-entreprises. En fait, je crois que c'est véritablement un sujet de responsabilité partagée entre les acteurs de la chaîne de valeur, entre les PME, entre les ETI et les grands groupes. Il y a un sujet qui illustre très bien ce que vous venez de dire, Monsieur Rebourset, c'est les délais de paiement. Les délais de paiement, sujet que je suis depuis quelques années, qui sont il faut dire les choses et assumer les mots, qui sont un enfer de trésorerie pour nos PME. Qui bien souvent, on a même des PME qui restent sur le carreau à cause de délais de paiement trop longs. Déjà, je veux vous dire que dans la mission qui est la mienne, j'observe de très près ces sujets. On a pris la parole avec le médiateur des entreprises il n'y a pas longtemps sur les délais de paiement, notamment dans un cadre inflationniste, notamment dans un cadre où on a des difficultés d'accès aux matières premières, où ces délais de paiement ou les délais de livraison, je vais y revenir, peuvent être rallongés, parfois à raison, parfois pas du tout. Donc ce matin, je vais avoir un message très clair. Ça n'est pas parce qu'il y a de la difficulté d'approvisionnement des matières premières ou de l'inflation que la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, administration dont j'ai la supervision, n'observe pas de très près dans différentes filières la réalité de ces délais de paiement, de ces retards de paiement, parce qu'on a parfois des donneurs d'ordre qui, sous couvert de l'inflation, sous couvert de la difficulté d'accès aux matières premières, jouent des délais de paiement pour détendre leur trésorerie, peu importe que ça tende celle des PME, et qui peuvent mettre nos PME en risque. Donc je vais être très clair, les contrôles, il y en a partout en France. Les Allemands ont légiféré sur ce sujet des délais de paiement pour faire en sorte qu'il y ait une règle et qu'il n'y ait pas d'excès et qu'on ne mette pas en risque la trésorerie des plus petits. C'est quelque chose qu'on peut La France ne l'a jamais fait. Mais même si on a beaucoup de lois et qu'il faut veiller à ce que les lois soient efficaces et pas bavardes, j'ai à cœur de vous dire que Bruno Le Maire et moi-même savons qu'il reste l'outil législatif si on constatait, notamment dans cette période inflationniste, des dérapages inconsidérés, des délais de paiement inconsidérés et infondés. Au-delà de ces délais de paiement, il y a une autre chaîne de valeur qui n'est pas la vôtre, je m'en excuse Monsieur Rebourset, mais qui est intéressante, qui est assez incarnante de ces problématiques entre petits et grands, c'est l'industrie agroalimentaire. Où là, vous voyez, on ne s'immisce pas dans la chaîne de valeur, ça n'est pas, je crois, au gouvernement je crois même avec certitude d'ailleurs, de fixer les prix par exemple, c'est pas la fonction d'un gouvernement. Mais en revanche, toutes les semaines, on est avec le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Industrie, au cœur de discussions avec l'ensemble de la chaîne de valeur, des producteurs, avec la FNSEA, avec la coopérative agricole, des transformateurs, des industriels, des PME et des distributeurs. On parle d'inflation, de la façon dont nos PME doivent pouvoir passer leur prix, comme on dit, passer leur augmentation de prix de l'énergie dans le prix auquel elles vendent aux distributeurs. C'est un combat de chaque semaine. Et vous voyez, il y a une quinzaine de jours, au-delà des délais de paiement, je vous ai parlé parfois de la logistique, qui est parfois une tension entre les PME, les ETI et les grands groupes.
Nous avons, avec Marc Fesneau, demandé un moratoire, donc un stop, une pause, dans les pénalités logistiques. Qu'est-ce qui se passait ? Il se passait que vous avez un certain nombre de nos PME qui, pour plein de raisons qui se justifient, parce qu'elles-mêmes, elles ont été livrées en retard. Je vais la tenter. Parce qu'il y a eu des difficultés d'accès au carburant qui ont pu faire déraper 2-3 jours de livraison. Mais il semblerait que ça s'arrange. Il semblerait même avec certitude. Il est temps. La PME, elle peut avoir du retard elle-même dans sa livraison. Et pas forcément parce qu'elle s'est mal organisée, parce que pour des causes exogènes. Et vous aviez un certain nombre de distributeurs, de grands groupes qui, sous prétexte d'une demi-heure, d'une heure, 2 heures de retard, appliquaient des pénalités de façon systématique. Ça n'est pas l'esprit de la loi. Egalim 2. L'esprit de la loi, c'est qu'il peut y avoir des pénalités logistiques, comme on dit, mais qu'il ne faut pas surinterpréter la loi, pas de façon systématique. Et qui plus est, en période de tension inflationniste, nous avons demandé, dans l'esprit de responsabilité, pour terminer, que vous indiquiez des Allemands, parce que c'est ce qu'ils font les Allemands. On a demandé aux grands d'appuyer sur le bouton pause sur les pénalités logistiques pour les petits. Parce que des pénalités à 1 000 € pour un très grand, c'est pas vital. Mais des pénalités sur une TPE dans les pommes, chez les maraîchers, chez les laitiers, ça peut être létal. Et ça, on l'a fait. Comment on l'a fait ? Je termine, parce que la méthode est importante. Je crois à la confiance dans la vie, dans la politique et dans l'économie. J'ai pas imposé le moratoire, j'ai encouragé avec Marc Fesneau les distributeurs. Et vous voyez, j'en termine, Intermarché, Netto, Lidl, Carrefour ont suspendu leurs pénalités logistiques. Et on n'a pas eu besoin de passer par la loi. Donc on essaye d'insuffler cet esprit de responsabilité que vous mentionnez. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail de culture aussi. Et c'est un travail de responsabilité partagée, mais on est à l'écoute des plus petits d'entre les entrepreneurs qui subissent parfois des difficultés côté relations interentreprises. Au-delà des PME, TPE, on a des commerçants donc généralement qui travaillent seuls dans leur boutique. Des indépendants. Oui. Des indépendants. Quand la crise est arrivée, les rideaux se sont baissés. La plupart d'entre eux n'ont pas de site internet, n'ont pas d'outils numériques. Il a fallu se réinventer. Et c'est le cas de Fabienne Commandian qui a dû réapprendre à gérer internet, ses réseaux sociaux, faire des vidéos pour mettre en avant ses marques. Oui, voilà. Donc moi je suis toute seule dans ma boutique. J'ai commencé à mettre le pied parce que tout le monde me disait donc j'ai une petite boutique de prêt-à-porter et tout le monde me disait il faut que tu aies une visibilité sur internet, tout ça, mais à mettre le pied, comme je vends du moyen haut de gamme et que je prends soin de ma clientèle, j'aime me soigner l'image et si je mets le pied quelque part, il faut qu'en amont je maîtrise un peu le sujet. Or moi je suis une autodidacte. J'ai fait depuis toujours, je suis rentrée dans ma boutique, j'ai 58 ans aujourd'hui, je peux honte de le dire. Je suis rentrée, j'avais 18 ans et j'ai toujours fait des formations par le biais des accompagnements et comptabilité, gestion, etc. Et là, Internet, en plus de ma génération, pour moi, c'était de l'hébreu. Donc j'ai mis le pied avec la chambre de commerce et j'ai fait des formations, des approches sur les réseaux sociaux. J'ai fait des formations, j'ai créé mon site internet et je me suis pris au jeu parce que je suis dans le prêt-à-porter, je suis quelqu'un un peu de créatif finalement. Et après ça devient un peu chronophage parce que ça prend énormément de temps. Je vais sur des sites, alors je mets en avant Marseille justement. Parce que je vais au Mucem, j'emporte mes collections, mais comme je suis toute seule, tout ça se passe le dimanche. J'embauche des filles qui posent pour moi, qui elles-mêmes travaillent ou qui sont étudiantes, et voilà, c'est très très problématique. Et ça me plaît parce que je suis une fille qui aime être débordée. Et vous devriez faire de la politique en plus. Non, mais ça finirait de vous déborder. Je peux vous dire que depuis mes congés là, depuis que je suis rentrée, et j'en ai pas toujours pris en étant commerçante. Si dans ma vie j'ai dû partir que depuis 7 ans en vacances. Donc je travaille depuis le mois d'août, je travaille 7 jours sur 7 et
H24, quoi. Parce que j'emmène mes collections, je charge ma voiture, je fais attention qu'on ne me vole pas les collections. Alors, l'autre fois, j'étais au Mucem, je suis allée à la gare, je mets en avant Marseille. Le week-end dernier, j'étais à Callelongue sur la baie des Singes. Et voilà, et j'essaye de soigner l'image. Vous vous sentez un peu seule, quoi. Oui, parce que tout ce travail, moi, mon commerce, pour se faire une place sur Internet, il faut du temps. Donc ça fait 1 an que je m'y investis de façon un peu pro. Donc je paye quelqu'un qui m'aide parce que la charge mentale de tout ça, c'est trop énorme. Mais voilà, j'ai pas, si vous voulez, même toutes mes formations, on a des petites subventions, mais qui sont minimes par rapport à, si je vous dis mon salaire, quand je vois les grévistes, j'aimerais bien qu'ils prennent ma place, quoi, voilà. Mais moi, ce qui me nourrit, c'est ma passion et ma rémunération. En fait, tout ce que je fais, ça me booste à la vente. J'ai 40 ans de métier et j'ai une énergie débordante que je transmets à mes clientes. Et voilà. Mais je n'ai pas d'accompagnement rémunérateur qui pourrait m'apaiser ce stress que j'ai d'être partout. Ouais, c'est une demande d'accompagnement financière. Ouais. Et puis est-ce que demain, est-ce qu'on encourage les commerces? On parle toujours des centres-villes désertés, etc. Mais voilà, pour être commerçant indépendant aujourd'hui dans un centre-ville, c'est un sacerdoce en fait. Elle n'a pas le soutien de chaînes comme Zara. Des commerçants dans ce contexte-là en fait. Alors. Est-ce que vous voulez savoir mon salaire? Moi, je n'ose pas le demander parce que c'est pas ma mission, mais ça peut être. Je gagne 1 600 € net. Je maîtrise la gestion, je sais faire un bilan, je fais ma comptabilité, je fais mes vitrines. J'ai fait une formation merchandising. Parce qu'un petit commerce, moi je suis arrivée sur le marché, les centres commerciaux n'existaient pas, il n'y avait pas Internet. Et voilà, et 40 ans après, je suis toujours là. Ce qui fait ma force, en fait, c'est mon énergie. Heureusement, j'étais sportive à la base. Oui, mais comme le dit joliment mon mari à mon endroit, et je partage avec vous, ne croyez pas, et je parle devant des spécialistes, que notre énergie à nous, les énergies, qu'elle soit éternellement renouvelable. Oui, faites attention à vous aussi. Oui. Parce que tout ça ne tient que grâce à vous. C'est ça. Donc déjà, avant d'être ministre, je suis une femme. Faites attention à vous. Je suis maman aussi, maman solo en plus. Hein. Voilà. Double chapeau. Moi, je suis fille d'indépendant, j'en suis fière. Faites attention à vous. Vous êtes la plus grande valeur de votre entreprise, l'oubliez pas. Et je veux aussi vous dire une chose, madame, c'est que c'est pour des gens comme vous que moi je me suis engagée. Donc j'ai infiniment de respect pour ce que vous venez de dire. Merci. Parce que c'est pas toujours facile d'être ministre. Mais c'est pas facile non plus d'être commerçant, d'être artisan, et c'est pour des gens qui ont cette énergie, cette combativité, qui baissent jamais la tête, qui se laissent pas avoir par les vagues de problèmes, que ce soit le Covid, que ce soit les manifestations, que ce soit parfois les violences, que je me bats. Mais justement, excusez-moi, mais... On va apporter une réponse à sa question. La ministre, parce qu'il y a d'autres personnes... Bien sûr. Mais est-ce qu'il y aurait un accompagnement? Oui, alors, on va s'en parler. Je veux partager... Déjà, je veux remercier, vous l'avez dit, vous avez été formé, vous avez eu des ateliers de formation à la Chambre consulaire, à la CCI. Moi, je veux saluer aussi le travail des CCI, des CMA. Nous avons d'ailleurs... J'ai doté, comme on dit, d'une dizaine de millions d'euros nos CMA il y a 1 mois. J'ai annoncé ça avec le président des CMA, Joël Fourny, d'une dizaine de millions d'euros justement pour accompagner nos artisans et nos petits indépendants dans le secteur du tourisme à prendre ce virage numérique. Donc l'État accompagne beaucoup, bien souvent derrière les CCI, les CMA sont des budgets de l'État, donc je vous rappelle que le budget de l'État c'est nous tous, c'est grâce à vous qu'on peut aussi financer tout ça. Donc vous en avez bénéficié un peu, ce que vous avez dit au démarrage. J'ai à cœur de dire aussi, c'est l'occasion de dire à toutes celles et ceux qui pourraient être des petits indépendants comme vous, en solo,
qu'on peut se faire former à la CCI, à la CMA sur la base de ce qu'est les réseaux sociaux, le référencement, le SEO, comment mettre ses mots-clés, comment apparaître sur Google, comment être visible. Tous ces sujets sont en déploiement et en formation. Vous les avez aujourd'hui en accès dans les CCI et les CMA. Et déjà dire à ceux qui nous écoutent et qui nous lisent, contactez CCI ou CMA, il y a des dispositifs. Pour vous, madame, comme vous avez déjà été formée, je propose déjà de vous dire qu'il y a un endroit où il y a toutes les aides, toujours dans cette idée d'améliorer l'information pour les entrepreneurs. C'est francenum, tout attaché, .gouv.fr. Toutes les aides qui existent pour la formation, pour le déploiement, pour la mise en place d'une stratégie numérique, pour son site web, pour sa stratégie réseaux sociaux, etc. sont accessibles sur francenum.gouv.fr. Si vous l'acceptez pour pas être trop longue et surtout répondre à tout le monde, je suggère qu'on prenne le temps après, même si pour le coup on enchaîne, mais je rentre à Paris dans les prochaines heures. J'ai un cabinet formidable à mes côtés. Peut-être de voir avec vous dans les jours qui viennent ce qui serait utile pour vous en matière d'accompagnement avec de la subvention, mais ça peut être aussi l'accès à certaines compétences pour pouvoir vous décharger un peu et que vous n'ayez pas à faire tout toute seule pour ce salaire qui force l'admiration. Il y a une chose qui me tient à cœur et c'est parfois les caricatures qu'il y a, et je ne peux pas m'empêcher de le dire ce matin. J'ai siégé longtemps au Parlement et c'est vrai que j'entends tellement de caricatures sur les entreprises, les patrons, les dirigeants. Il faut rappeler dans ce pays qu'on a 99% de TPME. Il faut rappeler dans ce pays que les indépendants, les entrepreneurs individuels, qui sont de plus en plus nombreux, qui prennent leurs risques, qui bossent comme des dingues, les week-ends inclus, au détriment de leur vie personnelle, avec des salaires qui sont... Et ce risque, moi aussi j'ai monté une TPE, quand t'as pas d'arrière bancaire, d'arrière de trésorerie, ce risque que tu prends, on ne le dit pas assez. Vous voyez, j'ai été très frappé depuis quelques mois et je le suis encore sur parfois certains débats qui sont à mon sens ultra caricaturaux. Il faut vraiment pas connaître l'économie de notre pays pour taper à vue comme ça de façon aveugle, par exemple sur les dividendes. Vous voyez, madame, quand des gens comme vous bossent comme des dingues, se payent si peu en salaire et qu'à la fin de l'année, on s'autorise à se verser 4-5 000 euros de dividendes. Ça porte ce nom de dividendes. Et dans le débat public, vous voyez, quand on dit dividendes, tout de suite on pense super profit, on pense les très grands, on pense... Bien sûr, il y a ces sujets, mais les tout petits indépendants, les tout petits entrepreneurs, quand ils ne peuvent pas se payer certains mois, se payent en dividendes à la fin de l'année. Et moi, je suis pas pour la moralisation de ces mots dans l'économie. Le profit, quand on voit ce que vous gagnez, quand on voit comment vous battez, que vous fassiez un peu de bénéfices et que parfois vous ayez le droit de vous verser un petit peu de primes et de dividendes, c'est quand même la moindre des choses. Et je vous le dis parce que il y a beaucoup de femmes et d'hommes politiques et de parlementaires qui accrochent par exemple le dividende aux très grands. Non, les tout petits aussi se payent avec ça. Et quand on voit, madame, ce que vous payez par mois, encore une fois, ça force l'admiration. Je prends votre attache. Un de mes conseillers va vous rappeler dans les jours qui viennent et on va essayer de voir dans France Num comment est-ce qu'on peut vous accompagner plus. Merci beaucoup. C'est la voie de l'avenir pour vous répondre et on peut encourager nos commerçants en centre-ville à aller en ligne et soutenir le commerce de proximité, ce qu'on a fait depuis des années, et soutenir ce que je vais faire dans les mois qui viennent aussi, le commerce périurbain, parce que au même titre que c'est pas les petits contre les grands, c'est pas les commerces des centres-villes contre les commerces des centres commerciaux. Donc il y a aussi cet enjeu de centres commerciaux, de friches commerciales qu'il nous faut rénover. J'aurai le loisir certainement de revenir à Marseille pour en parler. Je vais l'annoncer dans quelques semaines. À la suite des assises du commerce qui se sont tenues en début d'année, je vais prendre un certain nombre d'orientations avec les acteurs du commerce pour travailler aussi sur ces zones commerciales où un peu plus de 70% de nos compatriotes continuent à faire leurs courses et qui ont des gros enjeux de transition écologique, de mutation et qu'il nous faut accompagner. Pourquoi l'ESS, ce véritable tissu de PME, ne fait pas partie de votre délégation ? C'est une question qu'il faut poser à la Première ministre, au choix au Président de la République.
Après, je vous répondrai 2 choses. J'ai eu l'honneur de m'en occuper pendant 2 ans, économie sociale, solidaire et responsable. J'ai eu l'honneur, c'est important de bâtir une administration à Bercy pour accompagner les entrepreneurs de l'ESS. Il y a aujourd'hui, au sein de la direction générale du Trésor, un bureau, je les salue d'ailleurs, le PCI, où on a recruté une dizaine de collaborateurs au cœur de l'État pour accompagner les acteurs de l'ESS. Ça n'existait pas avant. Il y a eu des budgets. J'ai débloqué notamment le fonds d'urgence ESS, 20 millions d'euros pendant la crise Covid pour qu'on accompagne. J'ai débloqué des budgets pour solidifier ce qu'on appelle les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique. Donc j'ai beaucoup contribué et travaillé avec les acteurs pour installer l'ESS dans notre économie comme une économie certes un peu différente, un peu à part, mais à part entière. C'est l'excellente Marlène Schiappa qui en a la charge aujourd'hui. Déjà, on se parle beaucoup et on travaille en transmission, donc c'est important de vous le spécifier. Elle est aujourd'hui sous la supervision directe de la Première ministre. C'est pas rien aussi, c'est la démonstration de l'importance accordée par ce gouvernement à l'économie sociale et solidaire. Avant, c'était à Bercy. On se parle beaucoup entre la secrétaire d'État et moi-même qui suis à Bercy. Et je pense que c'est aussi intéressant de placer l'économie sociale et solidaire directement sous l'égide de la Première ministre, parce que l'économie sociale et solidaire, elle est interministérielle. Il y en a dans le tourisme, il y en a dans l'insertion, il y en a dans l'agriculture, il y a des scopes, des SIG dans tous les domaines économiques, et donc c'est plutôt pertinent d'avoir confié ça à une ministre dynamique sous l'égide de la Première ministre. Alors, il nous reste un quart d'heure, donc, et trois questions de 3 invités. Ouais. Les 3 questions, finalement, se portent sur les ressources humaines. Hein, donc, je vais te laisser parler des deux questions sur les tensions de recrutement qu'on pourra coupler aussi avec celle de monsieur... du responsable des catamarans le Levantin, monsieur De France, qui lui voulait parler de la question salariale aussi dans son secteur d'activité. En fait, les artisans comme les acteurs du tourisme et comme les PME font face à une vraie crise de recrutement aujourd'hui, et on a une question, je crois, de Daniel Salingue et de Virginie Palombo. On va commencer par le tourisme, peut-être, Virginie. Alors oui, donc le secteur du tourisme, surtout en région sud, est un secteur en pleine expansion. On a eu une très belle saison. En revanche, le problème avec nos professionnels du tourisme, c'est le manque de recrutement, la pénurie des personnes formées. On s'est retrouvé cet été avec des restaurateurs qui ne pouvaient pas ouvrir tous les jours parce qu'ils n'avaient pas d'employés. Après, avec des employés qui n'étaient pas formés. Donc il y a un vrai problème, et quelle solution on pourrait trouver ? Alors peut-être monsieur Salingue et monsieur De France dans la foulée, comme ça on pourrait peut-être faire une réponse, puisqu'on est sur le même sujet. Oui, bonjour Madame la Ministre. Alors il y a plusieurs questions quand même, parce que on va pas se limiter qu'aux salariés. L'énergie, vous êtes volontariste, et je sais que le travail est fait. Vous êtes en direct avec la Confédération et le président ARAC, vous êtes en direct avec le président de la CMA. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, la notion de temps est quand même importante pour nos TPE, PME, et vous l'avez bien souligné, 99% de notre tissu économique, c'est celui-là. C'est nos emplois, c'est nos jeunes, c'est nos formations. Et donc je vous demanderai vraiment si vous avez un timing vraiment précis, parce que tout ce qui est mis en place, des fois, on a l'impression pour nos artisans qu'il manque un petit peu de finalité. Si on prend alors c'est pas méchant, hein, mais si on prend si on prend le four, par exemple, si on prend les aides énergétiques pour les fours électriques, où on dit il faut supprimer les fours à gaz, d'accord ? Souvent, le choix des fours à gaz n'ont pas été faits parce qu'on voulait du gaz. C'est souvent parce qu'on n'avait pas de tarif jaune. Et que ce qui coûte le plus cher en France, c'est pas le four, c'est de faire venir le tarif jaune. Hein. Donc par exemple, si je prends mon exemple, moi qui suis sur le Prado, j'ai une boulangerie-pâtisserie qui est au four à gaz. On me donne 50% sur l'achat d'un four neuf électrique, c'est extraordinaire, d'accord ? Et ça, on ne peut pas le nier, c'est un cadeau extraordinaire. Sauf que si je veux faire venir le tarif jaune dans ma boulangerie, c'est entre 6 mois et 1 an d'attente et à peu près 120 000 euros de frais supplémentaires. Donc, finalement, c'est infaisable. Et donc, c'est infaisable pour plein de nos petits boulangers-pâtissiers et d'autres métiers, parce que je ne veux pas parler que de la Confédération des boulangers-pâtissiers. Donc, souvent, on a l'impression que cette aide, ce volontarisme, ce professionnalisme qui est mis en place, et que moi, je reconnais, parce que le quoi qu'il en coûte a sauvé toutes nos entreprises et a fait des choses extraordinaires pour notre pays, aujourd'hui,
il manque un petit peu les derniers 500 mètres pour arriver à trouver. Alors les 36 kV, on n'en parle pas, vous avez raison. En moyenne, sur des énergies, c'est très énergivore, les boucheries, les artisans verriers, les boulangers pâtissiers, certaines entreprises du BTP. C'est très énergivore, on est bien en dessous des 84, on peut arriver jusqu'à 110 kVA, d'où tarif jaune. Mais attention, ce plafond, que je vous ai dit sur les 36, et vous le savez, mais c'est pour les lecteurs, ce plafond 36 kVA, il est collé au TRV TPE. Pour ce qui est des aides, vous m'avez pas entendu parler de plafond sur les aides PME. Il n'y a pas de notion de puissance dans les aides. C'est ça qui est important. Non, c'est juste une histoire de temps. Moi, je suis toujours dans la notion de temps, quand, comment. Je suis d'accord. Voilà. C'est ça qui est très très important pour nous. Après, bien sûr, au niveau de l'emploi, pour faire un cours et pour laisser un peu la place à mes collègues, au niveau de l'emploi, on connaît la tension du recrutement de nos métiers. On sait aussi que l'alternance et la formation initiale est importante et nos CFA sont importants. Comment on va faire pour amener nos jeunes demain vers l'artisanat, vers ces métiers de travailleurs qui demandent beaucoup de passion, et qui demandent des fois pas des gros salaires, mais qui aujourd'hui quand même sont très rémunérateurs par rapport à plein d'autres métiers où d'autres jeunes font des grosses études et finalement à la sortie n'ont pas la chance de gagner ces salaires-là et s'embêtent un peu plus que ce qu'ils font chez nous. Voilà, Madame la Ministre, je vous laisse la parole. Monsieur De France, comme ça. Bonjour, merci de nous inviter. Madame la Ministre, moi je suis dans le tourisme, la mer, les bateaux, et voilà, il y a 19 ans, il n'y avait pas de touristes à Marseille. On a beaucoup œuvré et travaillé pour que ça se passe autrement. Alors qu'est-ce qu'un chef d'entreprise pour moi? C'est vrai, c'est quelqu'un qui il y a toujours eu des touristes à Marseille, non? Très peu. Je partais de Marseille. C'est intéressant parce que pour vous donner une idée, du 15 juillet au 30 août, je partais de Marseille parce qu'il n'y avait pas un touriste à Marseille et je remplissais pas mon bateau. Voilà. Okay. Donc un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a une vision en premier, qui a beaucoup de courage, et le plus important, c'est l'investissement qu'il met. C'est ce que j'ai fait. J'irai pas dans l'énergie parce que j'en ai pas du tout besoin, étant donné que j'ai il y a 15 ans une vision d'un bateau qui lui était avec une propulsion vélique et pas une propulsion. Donc toutes les aides au gasoil, j'en ai pas besoin. Je fais 500 € de gasoil tous les 10 jours pour un bateau qui embarque à peu près 48 000 personnes par an. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup et c'est pas là où ça pourrait nous aider. Ma question, c'est aujourd'hui le stress que les augmentations dues à l'État. Pour vous donner un exemple, il y a 19 ans, je payais, pour avoir ma masse salariale, je multipliais par 0,33 le salaire net que je donnais à mon collaborateur. Aujourd'hui, je multiplie par 0,76. Voilà, ça c'est première chose. J'avais une place au port que je ne payais pas parce qu'au début, j'étais tout seul et je me mettais dans mon bateau au mouillage, puis après je faisais mes embarquements. J'ai attendu assez longtemps pour gagner des imports d'offres et pouvoir avoir une place sur le Vieux-Port. Aujourd'hui, ma place sur le Vieux-Port était à 27 000 €, elle a augmenté à 44 000 € et on me propose aujourd'hui 220 000 €. Vous voyez, donc l'instabilité comme ça des coûts publics, ça devient, alors que j'ai une vision départ et qu'on est aujourd'hui, il y a 19 ans on me disait il faut remplir des bétaillères, d'accord, il faut amener les gens dans les calanques qui avaient des on-off, des moteurs de 2000 chevaux, d'accord, aujourd'hui c'est plutôt le Ventin qui a le vent en poupe et on va faire du service, on reste plus longtemps, on fait moins d'allers-retours dans les calanques. Bon, tout ça pour vous dire que en fait l'augmentation des frais d'une entreprise, c'est énorme, c'est un parc national des calanques avec des dépenses, donc des taxes, des augmentations salariales, des augmentations. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises, son premier métier, comme je vous disais, c'est d'investir. Ça a été le cas cette année, plus de 2 millions d'euros avec l'aide d'actionnaires, et on se retrouve finalement avec des combats qui ne sont pas les nôtres parce et puis en plus quand on prend après en droit administratif, on nous dit que ça va être jugé par la forme et pas sur le fond. Vous voyez, on est inquiet, on se dit est-ce que la France c'est le bon pays pour finalement développer ce genre d'activités qui sont des activités qui se développent dans le monde. Alors c'est très challenging de répondre Est-ce que vous m'en donnez 10 plutôt que 7 des minutes? Est-ce que vous me
m'autorisez, parce qu'il est 38, oui. je vais faire ce que je veux, mais en 7 minutes, c'est... Ah non, mais nous, on vous donne même une demi-heure, si vous voulez. Ah, mais faites attention, je peux la prendre derrière. Mais après, j'ai un enjeu tourisme, et donc je vais essayer d'être aussi clair que rapide. Déjà, je veux dire à vous trois qu'à l'été 2022, plus de 60% de nos entreprises faisaient état de difficultés de recrutement. Donc, c'est aujourd'hui, à mon sens, une des problématiques majeures, une des problématiques les plus compliquées. Quand on a des problèmes avec la hausse des prix de l'énergie, au-delà des aides de l'État, on se dit à un moment, ça va finir par se dégonfler et en tout cas, ça ne va pas rester sur ces plafonds de façon éternelle. Et donc, il y a quand même une dimension conjoncturelle. La conjoncture, elle peut être longue, elle peut être courte, mais c'est quand même assez conjoncturel. Le problème de la pénurie de main-d'œuvre et de la formation est un problème structurel. Quand vous prenez des anesthésistes réanimateurs, il s'avère que pour des raisons personnelles, je connais bien la santé. Quand vous prenez ce type de profession, des infirmières, quand vous prenez des professeurs, quand vous prenez des policiers, ce sont des métiers d'engagement, des métiers où il faut quelques années de formation et où, pour filer votre métaphore, monsieur de France, il n'y a pas de bouton on-off, il n'y a pas de bouton pour permettre en 3 mois, 4 mois, sur des pans entiers de métiers, de fournir la main-d'œuvre. Je vous donne un exemple. Dans ce qu'on appelle le HCR, hôtellerie, cafetière, restauration, c'est à peu près 200 000 postes à pourvoir. Après, tout ça n'est pas arrivé en un jour. Ça fait des années, si on se dit la vérité, que dans l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, les métiers difficiles, artisanat, les bouchers, les boulangers, 3h du mat, se mettre à bosser, ça fait des années. Le mépris, le dédain pour les formations manuelles, il n'est pas bon, je vais le mettre en lycée pro, toutes ces petites choses, cette petite musique. Oui, moi j'ai 44 ans, ça fait 25 ans que je l'entends. Addition, pénurie. La question salariale aussi. Et ce qui est paradoxal, c'est alors j'y arrive. Il y a aussi un coût. J'y arrive, mais pas que. On va prendre l'hôtellerie, cafetière, restauration. Je vais vous dire, si ça n'était qu'un problème de salaire, je serais rassuré. Je pense que c'est bien plus profond qu'un enjeu de salaire. D'ailleurs, hôtellerie, cafetière, restauration le démontre bien. L'UMI, les acteurs des restaurateurs et cafetiers de la restauration ont augmenté quand même de 16% les salaires. Les artisans boulangers, j'en parlais avec M. Enract, que vous citiez, le président de la Confédération, je crois de 7,5%. Je vous rappelle que nous avons une inflation lissée, août 21, août 22, à 5,6% dans notre pays. 17% aux Pays-Bas, toujours se comparer quand même. Hein. Alors oui, c'est dur, 5,6%. 17% aux Pays-Bas, plus de 10% en Grande-Bretagne, et 7,5% pour les boulangers, ou 16% pour les hôtels, cafetières, restauration. Il me semble que c'est au-dessus de l'inflation. Donc il y a eu des augmentations. Au global, à peu près, le MEDEF m'en parlait il y a quelques jours, de à peu près 5-6% de salaire à la rentrée. Et au moment où on se parle, j'ai toujours les problèmes de main-d'œuvre et de pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y avait cet enjeu salarial, vous avez parfaitement raison, il était absolument nécessaire de revaloriser. Est-ce que ce sera suffisant ? Il y a beaucoup d'autres enjeux derrière, et c'est là que c'est un peu frustrant, mais il y a beaucoup d'autres enjeux qui sont très profonds, et je veux répondre à toutes vos questions. Je crois que les enjeux sont beaucoup plus prégnants que la seule question salariale. C'est la question du rapport au travail. C'est une question de société. Je n'en fais plus une question économique. C'est une question au cœur de notre société. C'est une question de génération. J'en parlais hier à Bordeaux avec une dame de la CPME qui avait raison et qui me disait, entre les vingtenaires qui veulent travailler 3 jours en télétravail et être libres, qui refusent de plus en plus les CDI. C'est une réalité. On préfère le CDD au CDI quand on a 25 ans. Moi, je suis pas une personne âgée. Ça me paraît dingue en 25 ans
Dans ma génération, c'était le Graal, le CDI. C'était le truc que tu cherchais à avoir quand tu... Mais la génération qui vient, et moi, j'ai pas à juger, j'observe qu'elle n'a pas les mêmes ambitions, les mêmes envies, que certainement le Covid est passé par là, que c'est une génération qui a d'autres envies, des envies de liberté, plus que de sécurité de l'emploi. Vous avez des trentenaires qui sont absolument engagés sur la question environnementale. Vous avez des quarantenaires qui sont un peu entre les deux, et des quinquas à qui il faut absolument aussi qu'on offre des emplois. L'emploi des seniors est un sacré sujet. Et entre un salarié de 55 ans et un salarié de 26 ans, au-delà d'y avoir une génération, il y a en termes de valeur, en termes de rapport au travail, en termes de rapport à la sécurité de l'emploi, en termes de rapport à la liberté, des différences incroyables. Donc je pense qu'il va falloir, et je sais que le président de la République y réfléchit et qu'Olivier Dussopt, le ministre en charge, y travaille beaucoup, il va falloir qu'on s'occupe de ce sujet ensemble, mais au-delà de la question salariale. On a commencé à le faire avec le tourisme, et vous le savez. D'abord, on a mis en place un plan de quasiment 2 milliards d'euros pour soutenir le tourisme à la rentrée 2021. Il s'appelle Destination France. Et il permet d'améliorer beaucoup de points dans le tourisme, d'accompagner les acteurs du tourisme typiquement vers le tourisme durable. On en parlait avec vos catamarans et je pense que même si vous n'êtes pas demandeur des aides énergie, ce serait intéressant de voir, parce que je pense que votre activité, sans rentrer trop dans les détails, est éligible au fonds tourisme durable, parce que nous soutenons le tourisme durable et il faut, si vous ne l'avez pas fait, qu'on regarde si vous pouvez être soutenu ou accompagné. Je vais revenir sur les taxes. Je ne m'échappe pas de la question taxes. Et sur le tourisme, par exemple, le gouvernement met 9 millions d'euros là, en ce moment, pour une campagne de communication pendant 2 ans sur tous les écrans de notre pays, qui a commencé, que vous avez peut-être déjà vu, qui est en lien d'ailleurs avec le secteur du commerce de HCR, je ne vais pas répéter à chaque fois parce que le temps m'est compté, et où on dit aux jeunes, en gros, rejoignez ces métiers de passion. Cette campagne, c'est 9 millions d'euros d'engagement financier de l'État. C'est une très grosse campagne qui a été validée par les acteurs du tourisme, qui se déploie aujourd'hui. Et on va continuer à essayer d'attirer vers ces métiers qui sont des métiers de liberté, des métiers d'excellence, des métiers de savoir-faire. Et je dois vous dire que, ce qui n'est pas forcément ma nature, j'ai là-dessus un fond d'optimisme. Parce que je crois aussi que ce qui change dans la génération qui vient, ce rapport au sens... Je pense que l'artisanat est une très belle réponse à la quête de sens. Et ça n'est pas anodin. Bien sûr, il y a eu des financements, bien sûr, il y a eu l'engagement des entrepreneurs. Mais il y a aussi eu 350 000 jeunes de plus qui se sont dit, depuis 2017, et si j'allais dans la voie de l'apprentissage ? On était à 354 000 apprentis en 2017. On est, grâce à vous toutes et tous, et aussi au soutien de l'État, à 750 000 aujourd'hui. C'est une source d'espoir pour moi. Ça veut dire que ce qui, il y a 20 ans, était dénigré. Vous savez, la mode passe et la mode revient. C'est toujours la même histoire. Ce qui était dénigré redevient dans un monde compliqué, dans un monde ultra virtuel, on en parlait avec madame, dans un monde de tension, dans un monde de service, dans un monde immatériel. Le fait d'être, et je pense notamment aux jeunes femmes que j'ai pu croiser dans le CFA maroquinerie, travail du cuir, le fait d'être de A à Z en charge de la réalisation, qui de ton sac, qui de chaussures, j'étais dans le Béarn, à Pau, dans une entreprise artisanale, ils étaient 6 il y a 15 ans, ils sont 20, ils font des chaussures d'escalade à la main. Et bien ce monsieur qu'il faut soutenir, très belle chaussure d'escalade si vous escaladez, qui s'appelle Le Soulor, qui est assez connu, qui chausse les bergers béarnais. Ce monsieur, il a réussi à attirer au pied des Pyrénées des jeunes issus de l'apprentissage CFA maroquinerie qui étaient dragués par les plus grandes maisons du luxe et qui ont préféré aller bosser au pied des Pyrénées parce qu'il y a une qualité de vie et parce qu'elles sont
plus engagés dans l'entièreté de la réalisation du produit. Ce que j'ai vu dans les yeux de ces jeunes, quand ils vous montrent, c'est des trucs de filles, mais prêt-à-porter va réagir, les surpiqûres, la fierté qu'il y a dans le regard de ces jeunes femmes, quand elles vous montrent les surpiqûres de leur sac, c'est hyper important la surpiqûre parce que tu le vois. Et qu'elles t'expliquent qu'elles n'ont pas le droit à l'erreur, que les coutures à l'intérieur non plus, mais que la surpiqûre, c'est le moment de... Il y a 15 ans, je crois qu'il y avait moins d'appétence, il y avait plus d'appétence pour l'immatériel, la tech, le web, le machin. De plus en plus, il y a une envie, et tout ça se corrèle avec ce qu'on appelle la néo-ruralité, le fait que beaucoup de jeunes retournent dans des petits villages, dans nos campagnes, la quête de sens qu'on s'est dit sur le travail. J'ai de l'espoir pour l'artisanat. Et au-delà de l'espoir, il y a du financement, en cas de doute. Et on va continuer à financer, je vais être très clair. On a mis 25 milliards d'euros sur le précédent quinquennat, je la fais courte, 9 milliards d'euros, un jeune, une solution. 15 milliards d'euros, le PIC, plan d'investissement pour les compétences. Ça fait 24 milliards d'euros. Grâce à vous et grâce à ces financements, qui peuvent atteindre jusqu'à 8 000 euros comme vous le savez, ensemble on a réussi le pari de doubler le nombre d'apprentis. Ça aussi c'était un sujet où on se comparait beaucoup avec les Allemands, où on battait notre croupe, comme ça on n'est pas capable, on n'est pas capable. On n'est pas capable, on a doublé le nombre d'apprentis. On est capable de faire 1 million d'apprentis en 2027. Je veux être très clair sur une chose. Le budget relatif à l'apprentissage dans le PLF est en hausse, 3,5 milliards d'euros. Donc là non plus, il ne faut pas se faire peur. On va recalibrer, comme on dit, recibler les aides pour qu'elles aident vraiment les PME, les artisans, parce que c'est là que doivent aller nos apprentis. Mais nous ne baissons pas l'ambition et nous ne baissons pas le budget dans le projet de loi de finances. Je veux être très clair par rapport à ce qui arrivera en janvier 2023. Et on n'est pas idiots, on évite de casser des dispositifs qui fonctionnent. Jamais. Et c'est quand même, on a plein de raisons d'être pessimiste, inquiet dans ce monde qui est compliqué, mais on a aussi des raisons d'être optimiste. Jamais dans ce pays le chômage des jeunes a été aussi bas. Et c'est grâce à vous, et c'est grâce aux dispositifs comme l'apprentissage. Et on a le droit de se le dire, et on a le droit d'être content pour eux. Et sur le coût du travail, dont parlait... Alors, sur le coût du travail, on est arrivé en 2017, à un moment où on était à des plafonds de prélèvements obligatoires, d'imposition sur les sociétés, champion du monde, pas que de football d'ailleurs. Et je dirais c'est un peu comme le problème structurel de la formation, ça prend le temps de quelques projets de loi de finances pour, après des années d'augmentation, faire baisser la pression. Donc bien sûr il y a des taxes, je vais y revenir, mais il y a eu aussi quelques mouvements d'un impôt sur les sociétés par exemple qui est passé de 33 à 25%. C'est pas anodin. Et vous le savez, c'est autant de recettes en moins dans le budget de l'État. Mais c'est autant de compétitivité en plus pour nos entreprises. Et de toute façon, il vaut mieux un taux plus faible, contrairement à ce que l'extrême gauche pense. Il vaut mieux un taux plus faible, 25%, sur nos entreprises qui fonctionnent plutôt bien, qui ont bien fonctionné l'année dernière, ce qui a permis une augmentation de l'impôt sur les sociétés dans les caisses de l'État de 1,7 milliard d'euros, qu'un taux plus fort sur moins d'entreprises. On a baissé une partie des impôts de production et on va continuer. Mais tout ça doit se faire dans un équilibre. Parce que les impôts de production sont très importants, par exemple pour les collectivités locales. Et tout ça, c'est des vases communicants. Quand tu baisses beaucoup les impôts de production, ce que nous faisons, ça a un objectif, vous redonner de la compétitivité. Et en réalité, faire baisser le coût du travail. On va baisser de 8 milliards d'euros la CVAE. La CVAE, tout ça est toujours avec des acronymes et des trucs un peu compliqués. On va prendre un exemple concret. Très concret. Une paire de chaussures à 60 euros. T'as un différentiel, enfin quand on a démarré en 2017, il y avait un différentiel d'impôt de production de 75 milliards d'euros entre l'Allemagne et la France. On avait 75 milliards d'euros d'impôt de production en plus
Et ça avait un impact direct sur le coût du travail. Sur une paire de chaussures à 60 €, vous aviez 2 € d'impôt de production en France, 30 centimes en Allemagne. Quand on cherche à améliorer la compétitivité de nos entreprises, la question du coût du travail, elle est centrale. La suppression des 8 milliards d'euros de CVAE contribue directement à redonner de la marge aux entrepreneurs pour qu'ils reprennent du souffle par rapport au coût du travail. Ça va faire baisser les 2 € que je viens de mentionner. On a aussi pris une décision qui est tenue malgré les difficultés. Ça nous permet de reboucler avec votre première question sur la sérénité. Pas de nouvelles taxes, pas de nouvel impôt. Il faut regarder quand même parfois les débats au Parlement. Il y a parfois des trucs plus intéressants à la télé, je vous l'accorde. Mais quoique c'est assez intéressant en ce moment. Il faut regarder les prises de parole. Il faut regarder qu'à 80%, à chaque prise de parole des oppositions, et je suis désolé de le dire, parce que moi je suis acquise à votre cause, mais à chaque fois que j'entends l'extrême gauche, jusqu'à une partie de la droite LR, j'entends des nouvelles taxes et des nouveaux impôts, plus ou moins déguisés. Donc c'est un combat de tous les jours, pas de nouvelles taxes et pas de nouvel impôt. C'est un combat de tous les jours pour cette majorité. Après, je vais être franche, est-ce qu'on a encore du boulot ? Oui. Après, il y a des enjeux d'équilibre. C'est intéressant ce que vous dites sur la place de parking, enfin de mouillage plutôt, c'est plus joli que parking, au port. Il y a des dépenses, enfin il y a des taxes qui relèvent de l'État. Il y en a d'autres qui relèvent des collectivités locales. Je vous l'accorde, quand on les paye, ça fait la même impression. Je n'ai aucun problème là-dessus. Mais je me dois d'être honnête. Enfin, je crois. Quand tu baisses les impôts de façon rémanente depuis 2017, tu baisses donc les recettes de l'État. Quand tu baisses la CVAE, tu baisses les recettes d'une partie des collectivités locales et donc il va nous falloir la compenser, comme on dit à l'euro près, ce que nous allons faire pour que les collectivités locales puissent continuer à vous financer les écoles, les ponts, la voirie. Et donc il faut faire attention aussi parce que même si c'est toujours la même saveur assez désagréable pour les entrepreneurs quand on paye une taxe, elles ne sont pas du tout affectées aux mêmes choses. J'ai aucun problème, moi je suis assez responsable à prendre, ce qui était le cas par exemple pendant la campagne présidentielle ou législative. Beaucoup de citoyens me disaient, et m'engueulaient je vais vous dire, parce que je fais beaucoup de terrain dans ma propre circonscription, oui mais quand même la cantine a augmenté. Moi je veux bien me faire engueuler, surtout, mais prioritairement sur ce dont nous sommes responsables. La cantine, et je comprends aussi les collectivités locales, je vois dans quelques instants le président de la région, il a aussi son budget. Et il a aussi ses missions. Et donc, la place de parking, qui a quasiment doublé, c'est aussi les collectivités locales qui ont des enjeux énormes à mener. Et typiquement, c'est une taxe qui n'est pas affectée au budget national. C'est une taxe qui est affectée localement. Et donc, c'est aussi pour ça que vous voyez parfois des impôts locaux qui augmentent quand les impôts nationaux baissent. Donc il y a ce travail d'équilibre auquel on est très sensible et sur lequel on n'a rien lâché. Enfin, jusqu'à encore quelques heures sur les amendements, pas d'impôts, pas de taxes. Pour vous répondre au final, oui, on part de loin, mais on avance plutôt bien dans la dépressurisation fiscale. Et je terminerai en vous disant aussi, parce que vous le savez, qu'on est quand même, quoi qu'en dise là aussi l'extrême gauche, et peu importe les histoires qu'ils nous racontent, on est incontestablement le pays le plus redistributif au monde. Merci Madame la Ministre. Et c'est important parce que si... Enfin, il n'y a pas un pays, pour le dire simplement, où de l'assurance chômage à l'assurance maladie, t'es aussi protégé. Et c'est vrai que c'est peut-être que dans un siècle, ce sera plus notre modèle, je serai plus là pour le voir. Mais
c'est aussi le cœur de notre modèle de répartition et donc de solidarité nationale qui conduit, et vous le savez comme moi, à ce qui est parfois un peu plus d'imposition et de taxes. Mais je veux redire, pour conclure, à quel point on est engagé et à quel point la Première ministre, le Président de la République ne lâche rien, ni impôts, ni taxes. Merci beaucoup. Je crois que merci à vous. L'équipe commence à regarder la montre. Merci beaucoup. Je suis frustré parce que je voudrais pas faire comme si j'avais pas entendu ce que vous avez dit. Il y a des sujets dont on parle entre filières. Le sujet tarif jaune est un sujet de filière. J'ai aucun problème à le prendre en main sans souci. Je veux quand même vous dire sur le temps qu'au même titre qu'on l'a fait pour les aides Covid, on a toujours à cœur qu'il y ait une dimension de rétroactivité aussi sur les aides. Donc je veux être clair sur le fait que si vous renégociez votre contrat en janvier ou si vous donnez votre facture en retard, votre mois de décembre sera pris en charge. Donc la rétroactivité, c'est aussi notre réponse à cette temporalité. Parfois, il faut attendre un peu, mais à partir du moment où tu as la subvention qui correspond au temps, tu t'en sors. Et on a bien ça en tête. Merci infiniment. Merci à vous.